Au cœur de notre propre développement, bien avant notre naissance, il se passe quelque chose de vraiment spectaculaire. Une véritable histoire d'ingénierie biologique. On va voir comment se construit, pièce par pièce, l'un de nos systèmes les plus vitaux. C'est une histoire de prototype, de collaboration cellulaire et même d'un voyage assez fou. Allez, c'est parti, on plonge ensemble dans cette aventure embryologique. Voilà, ça, on connaît. Les deux reins, les urétères, la vessie, bref, le système urinaire. C'est une machine de purification super élégante, super efficace. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'on arrive à ça? Comment un appareil aussi complexe peut-il naître de quasiment rien? Eh bien, vous allez voir, son histoire, sa genèse est bien plus étrange et fascinante qu'on ne pourrait le croire. Alors, pour bien suivre cette histoire incroyable, on va la découper en 5 étapes. D'abord, on verra l'origine, toute simple. Ensuite, on parlera des 3 reins temporaires, oui 3, puis on s'attaquera à la construction du rein définitif. Après ça, on connectera tout le système, la tuyauterie si vous voulez, et pour finir, on suivra sa grande migration jusqu'à sa destination finale. C'est parti pour la première étape. Et comme souvent en biologie, tout commence par quelque chose d'incroyablement simple. On part d'une seule couche de cellules, une petite bande de tissu, qui va pourtant être à l'origine de tout un système d'organes. Ok, donc au tout début, l'embryon, c'est 3 couches de cellules. Entre la couche interne et la couche externe, il y a le mésoblaste. Et ce mésoblaste, il se divise lui-même en 3 parties. Eh bien, c'est cette bande du milieu, le mésoblaste intermédiaire, on l'appelle aussi le cordon néphrogène, qui est la source de presque tout notre système urinaire. C'est vraiment ça le point de départ. Imaginez-le comme une sorte d'argile spéciale mise de côté juste pour ce projet. Et c'est là que les choses deviennent vraiment étonnantes. C'est même un peu contre-intuitif. Vous voyez, le corps ne se contente pas de construire le rein final et c'est tout. Non, non. Il va en fait construire et ensuite démanteler 3 versions successives. C'est un peu comme si la nature faisait des brouillons, un véritable processus d'essai et d'erreur en accéléré. Et ça va très très vite. Regardez ce timing. Semaine 3, hop, le premier rein, le pronéphros, apparaît. Mais il ne reste pas longtemps. Dès la semaine 4, le mésonéphros, un peu plus sophistiqué, prend le relais. Et puis, à la semaine 5, le projet du rein final, le métanéphros, commence à se dessiner. Pendant ce temps, les anciennes versions, elles, commencent déjà à disparaître. C'est un ballet parfaitement orchestré. Ce schéma, il est super pour comprendre la logique spatiale de tout ça. Le développement se fait toujours dans un ordre précis, de haut en bas, de la tête vers la queue de l'embryon. C'est ce qu'on appelle un gradient céphalo-caudal. Donc logiquement, le premier rein, le pronéphros, il est tout en haut, le deuxième, le mésonéphros, juste en dessous, et le dernier, notre rein définitif, le métanéphros, eh bien il commence son existence tout en bas, dans la région du bassin. Alors, pour résumer, chacun de ces 3 reins a un rôle bien précis, même les temporaires. Le premier, le pronéphros, c'est juste une ébauche. Il est non fonctionnel, il apparaît et disparaît quasi immédiatement. Le deuxième, le mésonéphros, lui, il fonctionne un peu, pendant quelques semaines. Mais son rôle le plus important, c'est de laisser derrière lui une sorte de tuyau, le canal de Wolff. Retenez bien ce nom, il est crucial pour la suite. Et enfin, le troisième, le métanéphros, eh bien c'est le bon, c'est notre rein permanent. Allez, on passe au plat de résistance, la construction du rein final, le métanéphros. Et là, on entre dans un niveau de précision et de coordination qui est juste stupéfiant. Ce processus s'appelle la néphrogénèse. En gros, c'est la naissance des millions de petites usines de filtration de notre rein. Alors, pour que ça marche, il nous faut un ingrédient essentiel. Tout en bas de notre fameux cordon néphrogène, il y a des cellules qui, au lieu de se différencier, restent bien groupées, en une masse compacte. C'est ça, le blastème métanéphrogène. C'est la matière première, l'argile si vous voulez, qui attend juste d'être modelée. Mais cette argile, elle ne peut pas se sculpter toute seule. Pour construire un rein, il faut être 2. C'est un véritable dialogue, un partenariat biologique entre 2 éléments. D'un côté, on a donc le blastème, notre argile, et de l'autre, on a ce qui va venir le modeler, une petite excroissance du canal de Wolff qu'on appelle le bourgeon urétéral. C'est l'interaction entre ces deux-là qui va absolument tout déclencher. Ok, alors regardons ça en détail, étape par étape. C'est presque un film d'animation. Tout commence quand le bourgeon urétéral, cette petite pousse, s'approche et vient au contact du tissu du blastomère. C'est le coup d'envoi. Et la réaction du blastème est immédiate. Au contact, ces cellules se condensent, elles se serrent les unes contre les autres pour former une sorte de petit capuchon juste au-dessus du bourgeon. Et ce capuchon va très vite évoluer. D'un amas solide, il se creuse pour devenir une petite bulle, une sphère creuse. C'est la vésicule rénale. Mais cette petite vésicule ne va pas rester une simple sphère, bien sûr. Très vite, elle commence à s'allonger, à s'étirer, et puis elle se tord sur elle-même.
jusqu'à prendre cette forme très particulière en S. C'est la première ébauche de ce qui va devenir un néphron. Et là, c'est la touche finale. Regardez bien, une des extrémités du S vient fusionner avec le système collecteur pour créer la sortie. L'autre extrémité, elle, se creuse en forme de coupe, c'est la future capsule de Bowman. Et dans cette coupe vient se nicher une pelote de tout petits vaisseaux sanguins. Cet ensemble, c'est le glomérule, le cœur même du filtre. Et voilà, un néphron vient de naître. Et ce petit miracle de construction, eh bien, il va se répéter des millions de fois pour construire un seul rein. Chacun de ces néphrons devient une micro-usine de filtration ultra perfectionnée qui travaille de concert avec toutes les autres. Quand on y pense, c'est une prouesse de miniaturisation et d'organisation qui est juste à couper le souffle. Bon, avoir des millions de filtres, c'est génial. Mais ça ne sert à rien si on ne peut pas récupérer ce qu'ils filtrent et l'évacuer. Il est donc temps de s'intéresser à la tuyauterie du système. Comment tout ça est connecté. Vous vous souvenez du bourgeon urétéral, celui qui a déclenché toute la construction des néphrons? Eh bien, il a une double casquette. En même temps qu'il dit au blastème « construis-moi des filtres », lui, il se ramifie. Encore et encore, exactement comme un arbre qui pousse. Son tronc, ça va devenir l'urétère, ses grosses branches, les calices, et ses plus petites branches, les tubes collecteurs, qui viennent se brancher directement sur les néphrons. C'est de l'optimisation biologique à son meilleur. Ok, le système de filtration et de collecte est en place, mais il manque encore deux choses essentielles, le réservoir pour stocker l'urine et le tuyau final pour l'expulser. Pour trouver leur origine, on doit regarder une autre structure embryonnaire, le cloaque. C'est une sorte de carrefour primitif, une sortie commune pour le système digestif et le futur système urinaire. Ce cloaque ne va pas rester comme ça. Une paroi va pousser pour le diviser en deux. L'arrière deviendra le rectum et l'avant, c'est le sinus urogénital. C'est cette partie avant qui nous intéresse. Sa partie haute va commencer à s'élargir pour former la future vessie. Et en s'élargissant, elle va carrément absorber la fin des urétères qui arrivent. Cette zone, où les deux urétères se branchent et d'où partira l'urètre, forme une sorte de triangle lisse à la base de la vessie. C'est ce qu'on appelle le trigone. Et la partie basse de ce sinus, alors? Eh bien, son destin va dépendre du sexe de l'embryon. Chez la femme, cette partie va donner naissance à la totalité de l'urètre. C'est simple. Chez l'homme, c'est un peu plus complexe. Elle ne formera que la partie haute de l'urètre. Le reste se développera différemment. On a donc une seule structure de départ, mais deux chemins de développement possibles. C'est un exemple parfait de l'efficacité de l'embryologie. Voilà. Tout est construit, tout est connecté. Ou presque. Il reste un dernier acte, une dernière étape un peu surprenante. Le problème, c'est que les reins ne sont pas du tout au bon endroit. Ils ont été construits très bas et maintenant ils doivent déménager. Le rein est né tout en bas, dans le pelvis. Sa destination finale, c'est bien plus haut, dans le dos, juste sur les côtes. Alors comment il y va? Eh bien, il ne grimpe pas vraiment. C'est une ascension passive. C'est en fait le reste du corps de l'embryon, la partie basse, qui grandit très vite et se redresse. Du coup, le rein, lui, se retrouve mécaniquement de plus en plus haut. L'analogie de l'escalator est parfaite. Imaginez que vous êtes immobile sur une marche, mais c'est l'escalator qui s'allonge et vous emmène vers le haut. C'est exactement ça. Et voilà, l'histoire est bouclée. On est parti d'une simple bande de cellules, on a vu passer 3 prototypes successifs pour enfin arriver à un chef-d'œuvre de filtration qui s'assemble tout seul et qui, en plus, voyage jusqu'à sa destination finale. C'est un processus d'une complexité et d'une beauté folle. Et ça amène forcément à se poser une question. Si c'est l'histoire de notre système urinaire, quelles autres incroyables épopées de construction se sont jouées en nous, en silence, bien avant qu'on ne vienne au monde ?